Philippe est d'abord un ami. Please join us. C'est un ami, c'est un produit de synthèse français-américain, franco-américain, et c'est le président de Viacom, qui est le numéro 1 mondial des contenus, hein, que ce soit dans le divertissement, l'entertainment, les films, donc que ce soit avec BET Networks, MTV, Paramount. Donc, je ne sais pas si vous allez parler en français ou en anglais. Alors Maurice, d'abord, je suis ravi d'avoir été invité à participer au prestigieux Forum d'Avignon. Mais Maurice, bien que je sois ressortissant d'une famille française à New York, la progression de mon français s'est interrompue à l'âge de 16 ans lorsque j'ai quitté le lycée français de New York. Alors donc je vais intervenir en anglais parce que le langage technique ne m'est pas connu. Mais ça nous fera tous du bien et ça nous rafraîchira nos oreilles en anglais. Merci Philippe. The floor is yours. Merci beaucoup. Encore une fois, je suis très ravi d'intervenir à Avignon. Alors en anglais maintenant. I now live in the nexus between culture and commerce as the chief executive of Viacom. Home, as Maurice said, to MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures, and many other media properties worldwide, including over 140 locally programmed and operated television channels around the world, and more than 500 digital media properties. So I can personally identify with the relevant issues this forum raises. Is André Malraux's vision of la culture pour chacun an unequivocal blessing or a double-edged sword? The very technologies that enable and expand new forms of creative expression also potentially stifle it by allowing people to distort, diminish, or simply steal others' work. So are these digital technologies a blessing or a curse? What is beyond debate is this: the democratization of culture afforded by the internet and digital technology is ongoing and inevitable. C'est un fait accompli. Nearly 2 billion people are surfing the internet from Atlanta to Avignon to Addis Ababa. There are now more mobile phones than people in many countries, including every single country that borders France. If Facebook were a country, it would be the third largest country in the world after China and India. There's never been a better time to be a consumer of culture. No longer a captive audience, consumers are now co-creators of the art and entertainment experience. And we, as artists and agents, producers and publishers, have to cede some control to remain relevant to the creative process. And of course, we want to remain relevant. The pitfalls are plentiful in making that leap, but the promise is truly unprecedented. The very technologies that disintermediate and displace also collapse the cost of creation and enable access to all. They act as both mirror and window, reflecting the unique tastes and talents of one's own culture, while furnishing a window on the world beyond, a window through which we not only can take in outside ideas and influences, but also, importantly, disseminate our own. Viacom's own MTV is a useful case study in this regard. Launched in 1981, MTV is actually the world's first global social network, a haven for young people that truly reflects what they care about while exposing them to what others of their generation around the world value. This network boasts nearly 30 years of slavish devotion to the ever-changing tastes of the most mercurial culture consumers you can imagine.
12 to 24-year-olds. MTV and its sister networks, Nickelodeon, Comedy Central, VH1, BT, Spike, and many more, are now in more than 700 million households in 160 countries worldwide. Actually, even Facebook can't claim that kind of reach, so I guess Viacom is the third largest country after China and India. So with that experience as a backdrop, let me offer, as the Secrétaire d'État did, 3 insights. One, globalization isn't what it used to be. When the Berlin Wall came down in 1989, there were roughly 600 million participants in the global economy, largely limited to the populations of North America, Western Europe, Japan, Australia, and a handful of tiger countries in the Asian Pacific region. 1 generation later, there are approximately 5 billion participants, true participants, in the global free market economy. Brazil, Russia, India, and China account for 3.3 billion new participants alone. Eastern Europe, Latin America, and select regions of the Middle East and Africa have opened up with exciting dynamism. Even more important is a profound shift in the nature of the goods bought and sold in the global economy. No longer are we in the industrial era of globalization, in which manufacturing migrated to where it could be performed more cost efficiently. We are now in a knowledge economy in which the goods are intellectual property instead of widgets. The scope and stakes of globalization in a knowledge-based economy are orders of magnitude higher. Culture surmounts national boundaries and bridges political ideologies instantaneously and with ease. We are a globe swimming in information and entertainment options, and those myriad options are literally transforming our experience of life and culture. And it is the young who are leading the charge. Young people in countries like Brazil and India are often the first in their families to have disposable income, and they just love consuming culture as much as they love producing, distributing, and marketing it. Which brings me to my second point. Millennials, what we call millennials, matter. The millennial generation, currently between 15 and 35 years old, are digital natives. They grew up online. They understand its mores. They are fluent, or as the Forum program referred to it, literate in the language of digital media. According to a social media youth study that MTV just conducted across 10 relatively mature media markets, including France, by the way, 94% of millennial respondents have a mobile phone. 92% have a television. 2/3 to 3/4 have a portable computer, an iPod, and a game console. They are wired, or should I say wireless. These digital natives are constantly connected multitaskers who inhabit and feed a culture of instant gratification. They expect content on demand. The average teenager in the United States sends 3,339 text messages per month. That's over 100 per day. Now, there's one study I read, and I don't believe it myself, but I'm going to tell you anyway. More than half of the children, this study says, between 5 and 9 years of age in Europe will have a mobile phone by 2012. Okay, maybe 2020. But it's extraordinary the velocity at which this is developing. At Viacom's cable networks, we have been using social media to engage our audiences on a deeper level. A great example is the recent Video Music Awards broadcast from the US. Throughout the show, we used Twitter to communicate with a much broader audience than simply those watching the show live. We were communicating about what was happening on stage and backstage, ultimately driving higher viewership on air as well as online. We plan to do the same this weekend
when the European Music Awards air live from Madrid. And I'm sure many of you will be going straight from here to Madrid to participate in the European Music Awards. There's an old expression: technology is what was invented after you were 12. That doesn't apply to millennials. The internet is instinctual to them. When the Pew Research Center recently asked what makes their generation unique, the top answer for millennials was technology usage. For the preceding generation, the boomers, the answer to the same question was work ethic. The millennials will, in short order, represent the bulk of consumers and employees in societies worldwide. And theirs is a world architected by technology. These are the arbiters of contemporary culture in the 21st century. So ours is a knowledge-based global economy increasingly dictated by digital natives. What does that mean for the preservation and dissemination of culture? In embracing new forms of cultural expression and consumption, we also must safeguard. We must safeguard the artists' and producers' copyrights. Intellectual property is real property. I'm happy to see the slide with SpongeBob in the middle there. Because it's not a physical asset or a durable good, intellectual property is harder to measure and much harder to protect. But make no mistake, intellectual property is very real and more valuable than ever. In fact, IP underpins our entire global economy. 60% of the market value of the world's 150 top corporations resides in intellectual property: patents, brands, databases, relationships, and other institutional knowledge. By any measure, ideas, inventions, and insights are the lingua franca of modern business. They are certainly the currency of the media and entertainment industry. Stories and songs, films and files, animations and applications, that's our product. So in championing the bright promise of the digital age, let me be clear: freedom of information and freedom of access does not mean free. The free is the right price position, emphasizes the truly falling cost of distributing intellectual property, but ignores the high cost of producing it. For example, motion pictures are expensive to produce and market. I can tell you that from painful personal experience. Only 1 in 4 US-produced films recoups its original investment through legitimate distribution channels. If we don't recover our costs because the movie is released on the streets of Singapore or servers in Sweden before it opens in theaters, we simply can't afford to make films. And the writers, directors, actors, film editors, and technical professionals employed in our industry lose their jobs and their creative outlet. As US Attorney General Eric Holder recently put it, intellectual property crimes are not victimless, and we must make certain that they are no longer perceived as risk-free, close quotes. Underpinning any viable economic model for the digital distribution of media or other digital products must be strong intellectual property safeguards. And no one, I'm happy to say, has been more vigorous in implementing those safeguards than France, with its new anti-piracy law, or the Hadopi law, which targets unauthorized file sharing, and the positive reinforcement. Positive reinforcement is important through the government-subsidized prepaid music download cards. We can only hope that other countries will follow suit. Now, we at Viacom don't expect this to be a perfect world. We believe that collaboration among the industry players can reduce piracy to a level we can live with. So we must all work together to ensure that intellectual property is protected everywhere so that hard work, creativity, and ingenuity are rewarded, and great ideas
realize their full potential. So those are my quick thoughts on the risks and rewards of la culture pour chacun, and I look forward to Monsieur Cissé's comments and what I know will be an interesting discussion. Merci, merci Philippe. Stay here. Vous restez là, hein, parce qu'on va essayer d'engager une conversation avec Souleymane Cissé, qui va nous rejoindre maintenant. Et je vais donc, si vous voulez bien, vous mettre par ici. Très bien. Bonjour. Alors, Souleymane Cissé est un cinéaste malien, qui d'ailleurs utilise le numérique de manière tout à fait professionnelle, puisque... Non, ça va, j'ai encore un micro. Qui... Par contre, ce n'était pas professionnel. Ouais, et qui donc utilise le numérique de manière extrêmement efficace en réalisant des films. Non, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Merci. Et il va nous dire quelques mots, puis ensuite on ouvrira une conversation entre vous deux. Et je demanderai d'ailleurs à Nathalie Kosciusko-Morizet de nous rejoindre. Bien, je vous donne la parole. Merci. Anne Soroma, bonjour et merci de m'avoir invité, cher Seydou. Je dois dire que pour moi, la richesse d'Avignon, c'est sa diversité. Je le redis, peut-être pas assez, mais cette diversité culturelle, et je l'ajoute linguistique, nous permet vraiment d'échanger, de dire ce qu'on pense réellement, même si deux fois on n'est pas compris. Alors j'ai fait un petit texte, puisqu'on me dit, vous allez parler de la culture pour chacun. C'est un peu délicat pour nous, la culture, quand on le pose tel que. Mais on va essayer, puisque j'ai vu ici qu'on a parlé de choses tellement importantes, tellement fortes, que je me sens noyé, moi, personnellement. Noyé parce que la recherche des contenus de tout ce qui a été dit me fait vraiment rêver. Et j'y crois profondément à cela. Et c'est ça qui fait de ce forum quelque chose qui nous pointe, qui a une vision de ce monde de demain qui est fantastique. Alors je vais vous commenter ce que j'ai écrit. Vous m'excuserez puisque c'est en termes très techniques. J'ai vu des orateurs ici que je ne pourrai jamais atteindre. Alors, parler de la culture pour chacun, de ce que peut apporter le numérique, c'est se demander deux choses. Est-ce que les nouvelles techniques sont un moyen de favoriser l'accès à la culture? Ça, c'est le premier. Est-ce qu'elles suffisent seules à changer les choses? Pour la première question, la réponse est bien évidemment oui. Plus il y a de moyens pour mettre en rapport les artistes et leurs œuvres avec le public, plus l'accès à la culture peut être facilité. La question, c'est de savoir qui accède à ces nouvelles techniques. Par conséquent, quels sont les artistes qui travaillent avec ces nouvelles techniques et quels sont les publics qui les utilisent. Je prends l'exemple sur mon dernier film. C'est vrai que notre ami m'a introduit comme quoi je travaille avec le numérique. C'était ma première expérience. J'ai fait ce film en numérique, bien sûr, en pensant, bon, je vais m'amuser pour pouvoir montrer à la télé, pour avoir plus de contact avec le numérique, comprendre son fonctionnement et son rôle. Et bien, quand j'ai commencé à tourner ce film, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas aussi simple, aussi facile que j'imaginais. Car je croyais tout simplement, avec le cinéma, la caméra, 35, c'est terminé. Donc, la vidéo était là, elle est portable, ben on fait ce qu'on veut. Eh bien, ce n'est pas vrai. Car j'ai vu que c'est le même système, tu es obligé et tu es conditionné à travailler comme si tu travaillais avec les 35. Ça a été mon premier choc.
Le deuxième, ce film que j'ai fait, avant que je ne termine, on l'a piraté et on l'a vendu partout. Et moi, je me suis endetté pour faire ce film. J'ai vendu tout pour que la qualité soit rentable, soit visible, soit universelle. Et bien, ce coût, justement, je l'ai trouvé dans les rues de Bamako. À 200 francs, ça veut dire 0,1 centime d'euro. Alors, le numérique, je crus qu'il y a une telle possibilité de création que je vous dis en face, c'est extraordinaire. Parce que j'ai rencontré de ces données couleurs que je n'aurais jamais pu donner en pellicule. Ça, c'était le côté positif qui m'a réussi. Et vous savez que dans nos pays, il n'y a plus de salles de cinéma. On est obligé aujourd'hui de miser sur le numérique, ce qu'on appelle le numérique ambulant. Le numérique ambulant, on est en train de mener une politique que les pouvoirs puissent soutenir cela afin que les villageois, les paysans, tout le monde puisse avoir accès à l'image. C'est la nouvelle politique que nous avons essayé d'entreprendre avec nos dirigeants. La culture pour tous passe dans le pays du Sud d'abord par le développement des médias traditionnels. Il faut donc penser la question autrement. Dois-je faire dans l'avenir mes films en numérique? Je vous réponds oui. Je n'ai pas le choix. Parce que tout simplement, je ne peux plus avoir ce moyen de produire une production que j'ai eu l'habitude de faire il y a 10 ans. Donc pour moi, c'est clair. Désormais, je me dirige vers le numérique. Et pour moi, si je rentre dans le numérique, c'est pour que mes idées encore puissent aller beaucoup plus loin. C'est dans ce cadre-là que j'ai dit oui. Il est clair que dans l'avenir, mes films en numérique seront faits et il doit être distribué aussi en Europe. J'ai un problème sérieux que je parle ici aujourd'hui. Nous avons des soucis. C'est vrai que le cinéma, je parle du cinéma malien, puisque c'est mon cinéma que je fais, que je comprends. Le cinéma africain est beaucoup soutenu par l'Europe. Mais cette soutenance, je crois que c'est dû à des développements, excusez-moi du mot, qui ne permet pas de structurer le cinéma dans son vrai sens. Pourquoi? Quand nous faisons des films, il n'y a pas de quota en Europe pour un film africain ou pour un film asiatique. Peut-être il y en a pour l'Asie. Pour l'Amérique, je sais que ça existe. Eh bien, je sais la générosité des Européens de comprendre que l'Afrique est en difficulté, qu'il faut le soutenir dans son combat. Mais la meilleure façon de le soutenir, c'est de créer des quotas pour que son public puisse voir les films africains. Et tant que cela ne sera pas fait, toutes les aides qu'on nous fait, tout ce qu'on fait à côté à gauche, eh bien, je vous dis, c'est sans avenir, parce que demain, on ne verra pas d'image au niveau de l'Europe. Or, l'Europe a besoin de l'Afrique comme l'Afrique a besoin de l'Europe. L'Europe a besoin du monde comme le monde a besoin de l'Afrique. Donc, je suis très, très sensible dans ce cadre-là, car quand je sens que tu fais un film avec, pour nous, qui coûte 500 000 € ou 1 million d'euros, et qu'ensuite tu te retrouves avec des ardoises, des avocats, non, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et je dis, si ça continue comme ça, il n'y aura plus de films de qualité en Afrique. Il y a des films qui se produisent en numérique. On le fait aujourd'hui, on le distribue ce soir. Ça existe. Mais si on veut des films de qualité, il faut qu'il y ait existence et la notion de quota qui doit exister, aussi valable en Europe comme aux États-Unis, comme partout dans le monde. Parce qu'on s'est rendu compte que notre planète, nous ne sommes qu'une seule. Dans nos diversités, nous ne sommes qu'une seule. Et dans ce cadre-là, je crois que chacun doit prendre en son compte ce qu'il doit. Alors donc, produire des contenus qui soient compatibles avec l'univers numérique, c'est constituer le patrimoine culturel qui sera demain accessible pour le plus grand nombre, grâce à Internet, dans tous les pays, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Mais il ne faut pas oublier que l'accès à la culture n'est pas seulement une question d'offre et de technique. Pour moi, la culture pour tous, c'est d'abord permettre aux jeunes d'être émerveillés par le cinéma.
et c'est susciter des vocations comme la mienne. L'Afrique a besoin de talents et elle a besoin que ces talents puissent émerger dans la population. Or, aujourd'hui, nous, cinéastes africains, dépendons trop de grands marchés européens, essentiellement pour être produits et faire des films. Il nous faut créer nos propres marchés et faire nos films en nous appuyant sur un public local pour être présents sur notre propre marché comme sur le marché international. Ici, il faut me comprendre. Je ne critique pas l'acte de l'Europe, ni l'acte des États-Unis, ni l'acte de qui que ce soit. Au contraire, j'admire la générosité des Européens, des Américains, des Asiatiques. Je m'adresse ici aux Africains eux-mêmes, de cette tribune, qu'ils m'entendent, et que personne ne créera à leur place, et que c'est à eux de trouver la solution, comme les Européens ont trouvé la solution, pour faire leurs œuvres. Et si cela n'est pas fait, il est clair qu'on continuera à dire on va aider l'Afrique, mais cette aide ne pourra pas faire tenir l'Afrique sur le bon pied. Alors donc, ne prenez pas mes propos comme des critiques directement aux différentes organisations internationales. Non, je m'adresse à mon continent, à mes peuples, puisque c'est à eux. C'est une chance extraordinaire pour moi, à chaque fois, de venir débattre de mes problèmes. Mais est-ce que j'ai cette chance, chez moi, de débattre les vrais problèmes de notre société? Non. Donc, vous pouvez en être fiers, quand même, qu'il faut organiser. Même si ce que je lance deux fois n'est pas écouté, ou deux fois ça blesse. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous sachiez qu'il y a des hommes et des femmes aussi qui veulent se battre pour que ce continent puisse se relever. Et il va se relever puisqu'on n'a pas le choix. Alors je continue, excusez-moi Thomas, mais puisqu'on me donne la parole, je sais que c'est une occasion unique, il faut en profiter. Et il ne faut pas oublier que l'accès à la culture n'est pas seulement une question d'offre et de technique. Pour moi, la culture pour tous, c'est d'abord permettre aux jeunes d'être émerveillés par le cinéma. Et c'est ça qui m'a conduit au cinéma. Quand j'étais très jeune, j'ai été émerveillé. Et je dis d'ailleurs, je le redis, pour moi, le progrès le plus machin, c'est l'image. Parce que c'est l'image qui nous a transformés et qui continuera à nous transformer. L'Afrique a besoin de talents. Elle en a besoin que ces talents puissent émerger dans la population. La culture pour tous, c'est faire en sorte que la culture de chacun puisse circuler dans le monde entier et participer ainsi aux échanges entre les différentes cultures, entre les différentes façons de faire des films. Il est certain que le numérique peut aider à faire chez soi et pour moins cher ce que l'on est allé pendant longtemps chercher à faire financer par les autres. Loin de chez nous, en Europe ou en Amérique, le numérique, parce qu'il permet le travail à distance et ne connaît pas les frontières, permettra demain à des réalisateurs ou à des scénaristes européens de participer à des films qui se tourneront hors d'Europe, hors d'Amérique. Par exemple, lors de l'écriture d'un scénario avec des réalisateurs africains, asiatiques, indiens. Il permet déjà d'envoyer nos films par Internet à des festivals ou d'être vus par nos amis d'autres pays. Il nous aide à nous informer et il aide en laissant libre accès à l'information venue de partout, à développer la démocratie. Mais ce développement technique, comme bien d'autres avant lui, ne remplacera jamais la question du talent. Ce n'est qu'un outil important qui permet d'oublier les frontières. Frontières d'État, frontières culturelles, frontières sociales. Ce n'est pas un outil qui se substituera à la création et au développement culturel. Il ne peut qu'y contribuer. L'important pour nous aujourd'hui, c'est encore d'avoir chaque pays, y compris en Afrique, des médias, des titres de presse, des salles de cinéma. On l'oublie souvent, mais Internet reproduit, ne serait-ce que parce que les grands intervenants du secteur, qu'ils s'appellent Yahoo, Google, Facebook ou Orange, sont européens ou américains, les différentes entre le Nord et le Sud. Internet représente pour nous un soutien très fort. Ce n'est pas une solution à tous nos problèmes. C'est pour cela que simultanément, nous travaillons au développement et au financement des salles de cinéma en Afrique. Exemple, nous avons notre organisation sous-régionale qui représente 16 États de l'Afrique de l'Ouest et nous avons décidé de créer à Bamako
multiplex de cinéma pour créer notre siège au niveau, afin que le cinéma puisse être quelque chose d'existant réellement. Et ça, nous avons demandé à tous les architectes qui veulent venir essayer de voir, de concourir. Eh bien, le truc, il est lancé aujourd'hui. Et le rôle social du cinéma, c'est lui qui est à l'origine de mon envie de faire du cinéma et de continuer d'en faire. Et je pense que réellement, on peut faire beaucoup. Et on doit faire beaucoup. Et l'Internet n'est pas la seule solution. Il faut qu'on arrive à pousser, comme je l'ai dit, les choses encore plus. L'Internet est un accès, une technique qui nous permet de nous lier les uns à l'autre. Mais cette force de création, cette vision de demain, c'est à nous maintenant de la mettre en place pour soutenir, puisque Internet il vient de nous, et c'est à nous maintenant de le rejeter dans les autres. Merci bien. Bravo, merci. Non seulement vous nous avez apporté un témoignage qui vient de l'Afrique, mais qui vient surtout, à mes yeux, des tripes, du cœur et de l'expérience. Et je trouve que c'est absolument formidable. Et je tiens à féliciter le Forum d'avoir mis dans une proximité aussi grande le géant américain mondial que vous représentez, et puis l'artisan artiste qui a d'ailleurs le même problème, puisque Philippe tout à l'heure nous a expliqué ses difficultés avec les pirates, et vous avez rigoureusement la même difficulté à une toute autre échelle, je vous l'accorde volontiers, mais quand même de voir que votre film à peine terminé, ou même pas tout à fait terminé, se trouve déjà piraté, c'est quand même intéressant. Je vais demander à Nathalie de bien vouloir se joindre à nous. Non, voilà, il y a une chaise qui arrive. Ah non, le Forum organise les choses de manière exceptionnelle. Alors, vous voyez, même une chaise. Et on a vu un peu toutes ces différences de perspective. Moi, j'ai une première question qui me vient à l'esprit, c'est, en fait, vous êtes un fabricant de contenu. Il fabrique du contenu. Le consommateur fabrique du contenu. Est-ce que vous aurez encore besoin d'en faire? Est-ce que vous aurez la possibilité de pouvoir en faire, surtout si vous ne pouvez plus le financer? Alors, vous parlez en français maintenant. Hein. Je vais essayer. Non, arrêtez. On a vu, vous parlez très bien le français. Bon, ça suffit. Je crois qu'il y a différents genres de contenus. C'est formidable que nous pouvons avoir un engagement plus approfondi de nos consommateurs parce qu'ils veulent participer à ce que nous produisons. Ils veulent en discuter, ils utilisent les petits engins mobiles, enfin ils utilisent de tout, ils communiquent pendant nos émissions et ça renforce l'engagement avec nos programmes. Je crois que pour les consommateurs eux-mêmes, des fois, ils veulent communiquer avec les autres, mais souvent, ils veulent quand même pouvoir voir ce que produit Suleiman avec toute sa créativité, parce que chaque consommateur n'est pas un grand artiste. Alors, ils veulent quand même voir les films de Suleiman, ils veulent voir le film que nous tournons maintenant. Nous avons deux grands films qui tournent maintenant. Transformers, le prochain Transformers, et le prochain Mission Impossible. Alors, ces films-là, ça coûte plus de 100 millions de dollars. C'est difficile pour un individu de reproduire cela. Donc, je crois qu'il faut quand même adapter, il ne faut pas résister le changement, il faut engager les consommateurs, il ne faut pas se dire qu'ils ne peuvent pas participer, il faut donc que les deux mondes coexistent. Et d'ailleurs, l'Afrique, pour nous, je vois l'Afrique pour nous être un grand... Nous y sommes déjà, à travers MTV, à travers BET, que nous avons lancé, qui est la BET, la grande chaîne pour
les African Americans aux États-Unis, que nous avons lancé au Royaume-Uni et en Afrique. Et je crois qu'à l'avenir, quand l'économie se développera, que les médias vont aussi se développer. On a vu ça en Inde. Nous avons lancé, je vais m'arrêter, nous avons lancé en Inde, il y a un peu plus de 2 ans, avec un partenaire, une nouvelle chaîne de télévision dans la langue hindi. Et nous espérions être numéro 6, mais nous avons la première chaîne de l'Inde que nous avons créée pour l'Inde. Et nous n'y attendions pas, mais quand j'allais à des conférences aux États-Unis, il y avait des gens d'origine indienne qui venaient me parler pour me dire quand est-ce qu'on va pouvoir voir cette chaîne qui s'appelle Colors aux États-Unis. Alors éventuellement, nous avons en fait lancé cette chaîne indienne aux États-Unis. Nous l'avons aussi récemment lancée sur Biscay Bay, au UK. Donc il y a vraiment une globalisation où il y a la créativité et donc c'est une grande opportunité avec la technologie aujourd'hui. Et en Inde, on voit que l'économie qui croît à 8-9% par an, l'industrie des médias croît à 2 fois ce rythme. Donc c'est quand il y a le développement économique, les médias suivent et les gens ont plus de temps à consommer les médias. Donc, et je crois que ça va arriver en Afrique et donc nous pourrons diffuser vos films d'abord en Afrique et à travers le reste du monde. Il est en train de vous dire qu'il va investir en Afrique et qu'il va créer la première chaîne en Afrique et que vous allez pouvoir diffuser vos films. Bon, et il est en train aussi de vous faire une proposition pour... il est en train de vous faire aussi une proposition pour financer et produire votre prochain film. Mais comme il ne parle pas bien le français... Avec l'aide financière du gouvernement Ah non, français, non, certainement pas. Nathalie, quand vous voyez le géant américain, quand vous voyez l'expérience de Souleymane Cissé, qu'est-ce que cela vous inspire? Et je sais que vous vouliez avant cela dire un petit mot à Renaud. Oui, je voulais dire à Renaud qu'on était super heureux qu'il soit là, d'autant plus que je crois qu'il est à l'origine de ce forum. C'est une idée originale. On parle de propriété intellectuelle. Voilà. Et je voulais dire aussi que je pense que sur Internet, il y a une énorme demande de qualité, ce qui va, à un moment, permettre de sauver le système par le haut. C'est vrai que les internautes, ils veulent échanger avec les autres internautes, ils veulent avoir le point de vue de leur pairs. Mais ils ne confondent pas les choses. Ils veulent leur point de vue sur des œuvres qui restent des vraies œuvres. Ça tend à la désintermédiation, par exemple. Le rôle qui a été tenu à une époque par des critiques très lancées de telle ou telle revue tend à être peut-être moins important. Et dans certains systèmes, les internautes, les communautés d'intérêt pour tel ou tel artiste tendent à le remplacer. Mais ça reste des communautés d'intérêt pour tel ou tel artiste. Et le do-it-yourself trouve à un moment ses limites, en particulier dans l'ordre de l'art. Donc moi, je pense qu'on peut vivre plutôt ça comme une chance pour des œuvres qui auraient du mal à percer tout simplement dans le système traditionnel, parce qu'elles ne sont pas facilement promues par les intermédiaires et les critiques habituels, et qui plairaient directement à leur public, parce que le public peut les faire grimper, les faire émerger beaucoup plus rapidement avec le système qui est celui du numérique. Ça n'épuise pas le sujet du financement. Et j'ai été très sensible à ce que vous disiez tout à l'heure avec les copies qu'on retrouve dans les rues de Bamako avant que le film soit remboursé, ce qui est en effet extrêmement problématique. Je suis bien consciente que ce que je dis là n'épuise pas cette question-là. En revanche, elle apporte un semblant d'espérance au problème de la qualité. On entend trop souvent qu'Internet tirerait la qualité vers le bas. Je ne crois pas que ce soit vrai. Ce n'est pas en se comparant, en se regardant, en échangeant qu'on détruit la qualité. Oui, je pense que le problème de la qualité, je crois que ça a été une de mes faiblesses, puisque j'ai mis une fortune pour avoir cette qualité.
Et ce film, quand il est sorti au Mali, c'est un enthousiasme, vous ne pouvez pas imaginer, une joie. Depuis 20 ans, ils n'ont pas vu un film comme ça qui leur apportait la joie. Et bon, mais quand tu te retrouves au bout de quelques semaines, tout simplement, que ce film, on vient taper ta porte pour te le proposer à 0,1 centime, ça fait mal. Ça fait mal. On essaie de tenir, mais comment, je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas ni de subvention au niveau national. Bon, l'extérieur nous aide pour faire le film. Et là, on a de gros problèmes avec le laboratoire GTC qui vient faire faillite, parce qu'on a tenu à faire de la bonne qualité sur le norme universel. Eh bien, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté. Et aujourd'hui, voilà, on est là-dedans. Quand vous voyez ça, Philippe, comment vous réagissez? Je crois que c'est le plus grand problème culturel aujourd'hui, c'est le problème de la piraterie, parce que la technologie est formidable pour l'acte créateur. Par exemple, d'avoir des films en 3 dimensions maintenant, qui d'ailleurs, au moins pour l'instant, ça aide à combattre la piraterie. C'est plus difficile de pirater les films à 3 dimensions. Alors peut-être il faut songer à ça. Mais alors c'est une grande opportunité parce que, par exemple, pour nous, ce que nous avons observé, c'est que tout le monde aux États-Unis, y compris les jeunes, regarde autant de télévision par jour, chacun, que dans toute l'histoire des médias. Mais ils consomment encore plus de médias parce qu'ils ont accès aux médias à travers leur téléphone, au bureau. C'est le grand secret de l'Internet, c'est que une grande partie des médias visuels qu'on regarde sur l'Internet sont pendant les heures de bureau. Oui, au bureau, oui. Problème de productivité en ce moment. Mais pour nous, c'est bien. Alors donc c'est une opportunité. Mais aussi, c'est une grande menace, c'est une très grande menace, et ça doit nous... ça me rend personnellement très triste d'entendre, et je l'entends tous les jours, et même quand ça affecte une grande société comme la nôtre, ça affecte le nombre de films que nous pouvons songer à diffuser. C'est plus difficile pour nous de faire les petits films pour cette raison-là, pour une de ces raisons-là. Alors donc, je me réjouis du fait qu'il y a une plus grande sensibilité à travers plusieurs gouvernements maintenant. Il faut que nous fassions un effort plus forcé, plus poussé à sensibiliser le public et le jeune public. Parce que je ne pense pas qu'ils se rendent compte du fait que de regarder un film piraté ou même une émission de télévision piratée affectera éventuellement la création même de ce qu'ils aiment tant. Et en fait, aux États-Unis, nous organisons dans l'industrie, à travers plusieurs sociétés, des organismes de société, une campagne de publicité, je serais content de le savoir. On n'en a pas entendu parler, à mon avis, ce n'est pas la bonne agence. Enfin, ça, on en reparlera. Pour vraiment faire ressortir ce fait. Et en Amérique et à travers le monde aujourd'hui, c'est ce qu'on dit jobs, jobs, jobs. Alors, on le fait de cette façon-là parce que les États-Unis est le premier exportateur de films, de télévision, et donc c'est une grande industrie, et ça emploie beaucoup de monde. Ce n'est pas seulement les directeurs, ce n'est pas seulement les acteurs, c'est beaucoup, beaucoup de monde, même les fournisseurs d'alimentation, enfin, c'est énorme. Donc il faut éduquer le public. Nathalie, comment vous réagissez à ça? Je crois qu'il faut qu'on réussisse à tenir les deux bouts d'une politique en faveur de la reconstruction, en fait, d'une chaîne de valeur dans les industries culturelles, c'est-à-dire à la fois de la pédagogie, ce qui inclut une part de sanction, mais aussi la construction d'une offre véritablement attractive. C'est un peu ce que disait Nelly tout à l'heure, quand elle disait que bon, le problème, c'est qu'on avait peut-être parfois une offre qui était un peu ringarde. C'est vrai que le numérique bouscule toute la chaîne de valeur, mais pas seulement, il modifie aussi le désir, la façon dont on a envie de consommer
la façon dont on fait une démarche vers l'œuvre culturelle. Et peut-être que ça a été insuffisamment pris en compte. Dans le monde du cinéma, la vidéo à la demande aujourd'hui, c'est quand même assez faible. C'est en train de se construire très très vite, mais ça n'a pas été furieusement tout de suite attractif. Peut-être qu'on a été un peu en arrière de la main dans l'investissement dans ce secteur-là, comme on l'a été d'ailleurs dans le monde de la musique. La musique peine à trouver du coup des modèles d'offres légales qui soient véritablement attractifs. Et pourtant, moi je suis convaincue qu'il y a tous les moyens de les trouver. Le numérique ne détruit pas de valeur. Il a tendance à la diffuser, à la répartir autrement. Il y a de la nouvelle valeur à capter, par exemple, dans ces communautés d'internautes qui s'organisent autour de tel artiste ou de telle façon de consommer. Une communauté qui se crée, c'est de la valeur qui se crée, par exemple en termes de publicité. Donc il y a des nouveaux modèles à construire et peut-être on a été un tout petit peu trop défensif et le temps est venu aujourd'hui d'être un peu plus offensif. Sur cette question-là, nous avons fait récemment une grosse affaire à travers Paramount avec une société qui s'appelle Netflix, qui n'existe pas ici en France, mais qui existe aux États-Unis. C'est une façon de s'abonner. C'était d'abord une société à laquelle on s'abonnait pour recevoir des DVD au courrier. Ils ont maintenant un streaming service. Comment on dit en français, streaming? Streaming, ok, bon. On dit streaming. Je connais la traduction, alors voilà, le streaming. Alors, streaming. Et ils ont beaucoup d'abonnés maintenant aux États-Unis. Ils nous ont payé sur 5 ans pour avoir les films après qu'ils ont été au théâtre, après qu'ils ont été en DVD, après même le début de ce qu'on appelle Pay Television, HBO. Ils nous ont payé pour nos films et ceux de MGM et Lionsgate près d'$1 milliard. $1 milliard sur 5 ans, simplement pour mais pour le streaming seulement dans cette fenêtre des films. Donc c'est la première grande transaction où il y a eu une compensation nouvelle qui ne cannibalise pas les sources de revenus pour les films. Alors évidemment, nous perdons des revenus à travers les pirates autre part, mais je suis d'accord avec vous qu'il faut trouver des nouveaux modèles. Il faut pouvoir satisfaire les consommateurs, mais aussi il faut les faire comprendre qu'il y a des différentes fenêtres, par exemple, pour les films. Si on veut l'expérience du cinéma, on va au théâtre. Et si on attend un peu, éventuellement, c'est gratuit. À la télévision, c'est gratuit, éventuellement. Il faut seulement regarder un peu de pub. Mais donc, il faut savoir, et ça commence encore par l'éducation des consommateurs. Avant que nous allions déjeuner, et comme je vous ai privé de votre petit break, je voudrais juste poser une dernière question et puis peut-être vous demander à chacun un mot de conclusion. On se pose énormément de questions en Europe et en particulier en France sur la séparation entre le broadcast, la production, et éviter qu'il y ait des groupes qui soient multidimensionnels. Et la question que j'ai envie de vous poser, parce que quand on regarde un peu ce que vous faites, vous êtes dans Internet, mais vous êtes dans le broadcast, vous êtes dans la production, vous avez énormément de complémentarité. Est-ce que finalement, ce sont des métiers qui sont bien cloisonnés et il n'y a pas de synergie et il n'y a pas d'intérêt à avoir cela autrement que celui de la taille? Ou est-ce qu'en réalité, le fait d'avoir tous ces métiers est quelque chose qui concourt à votre compétitivité et qui vous permet de beaucoup mieux exercer votre métier d'ensemble? Alors en fait, Viacom, nous sommes 100% dans la création et distribution du content. Alors nous avions des stations de télévision
non, mais MTV, c'est vraiment, c'est pas un une broadcast, chaîne. c'est pas un Non, broadcast. c'est narrowcast. Oui, c'est narrowcast. Nous avons, non, c'est vrai, non, c'est vrai parce que nous choisissons, chacune de nos chaînes vise un segment de la population. Donc, donc ça vise certains âges, certains groupes ethnographiques, etc. Mais nous commençons toujours par la création, l'acte créatif. C'est ça notre métier. Ce n'est pas nous qui collectons les paiements des consommateurs. Alors, MTV, c'est distribué par Canal+, par le B-Sky. Nous créons MTV. Alors, c'est comme nous créons un film à travers Paramount. Donc, pour nous pensons que c'est bien de se concentrer sur une chose, parce que quand nous avions parce que nous avions beaucoup de différentes affaires qui touchaient les médias, je pense que nous n'avions pas la volonté de vraiment investir chaque année, même pendant la récession, nous avons accru notre investissement considérablement dans le contenu, parce que c'est notre destin, c'est ce que nous vivons comme ça. Et donc, nous avons une stratégie beaucoup plus concentrée depuis que nous sommes débarrassés justement des stations de télévision, de la radio, enfin tout ce que nous avions avant. Très bien. Un mot de conclusion? Seulement, c'est le problème de quota que je pose d'ailleurs naïvement à Thomas. Est-ce qu'aux États-Unis, on envisage un jour de faire un quota pour des films africains ou des films européens ou des films asiatiques? C'est ma naïveté. Hein. Alors, parce que j'ai demandé aux Européens depuis 10 ans, personne ne m'écoute. On va rephraser la question. Est-ce qu'il va y avoir une politique affirmative en faveur de l'Afrique? En fait, nous avons distribué. Ce que facilite la technologie, c'est que justement, on peut justifier la distribution de films à travers le monde. Il y a par exemple, les gens provenant d'Inde qui habitent aux États-Unis maintenant, qui peuvent maintenant voir cette chaîne indienne. Oui, mais c'est possible. Nous avons beaucoup de diversité dans notre programmation et dans nos sites Internet, nous en avons 500. Nous avons la possibilité de distribuer le contenu venant de tout le monde et nous le faisons. Ah, vous le faisiez, hein? Oui, il va vous produire votre prochain film. Nathalie, vous voulez dire un mot de conclusion, s'il vous plaît? Mais je trouve que le dernier échange était illustratif. C'est-à-dire Internet, c'est le choix. Et moi, je prétends que c'est un choix qui n'est pas forcément du nivellement par le bas et qui peut tendre vers la qualité, mais notamment pour ce qui concerne le maintien, le développement, la promotion de la diversité, ça s'organise. Et il s'agit de trouver des modèles économiques qui permettent de la faire vivre plutôt que de l'écraser. C'est la raison pour laquelle, personnellement, j'ai les plus grandes réserves sur l'intégration verticale entre fournisseurs et protecteurs de contenu, même si, dans certains modèles, quand ce n'est pas le fournisseur qui vend le contenu, en effet, il n'y a pas de problème apparent. Mais ce type de construction, à travers l'histoire, a plutôt eu tendance à comprimer un peu la diversité, disons-le. Bien, merci beaucoup.